Eh bien, bienvenue pour la deuxième séance de ce cours qui va être consacrée, comme je voulais annoncer, toujours à cette notion de monde social, mais ou cette idée plus exactement de monde social, mais qui ici va être appliquée à une théorie, ou à plusieurs théories, mais on va s'intéresser à une en particulier, qui s'est développée donc dans la période récente, dans les années 90, mais qui est quand même extrêmement différente, vous allez voir, de celle qu'on a vue précédemment avec Howard Becker. Donc il s'agit de la théorie ou des théories de la justice, et en particulier, on s'arrêtera sur la théorie des cités de justice, sur lesquelles que je vais approfondir. Alors, ce qu'il faut bien voir dans cet univers théorique-là, c'est que c'est quand même extrêmement différent des mondes sociaux, même s'il y a un fond épistémologique commun, il y a, sur le plan théorique, une différence majeure. En effet, les cités de justice ne sont pas des mondes auxquels appartiennent les acteurs, ou en tout cas qu'ils traversent. Ce ne sont pas des espaces sociaux constitués de rapports sociaux autour de symboles ou de valeurs, comme pour les mondes sociaux de Becker et des interactionnistes. C'est assez différent. En fait, ce sont des registres, et je vais détailler plus tard, des registres de valeurs sur lesquels les acteurs sociaux se positionnent dans le concret, dans le continuum de l'action sociale, et qui contribuent à produire du social, du système social. Mais ce ne sont pas des collectifs ou ce ne sont pas des espaces sociaux, c'est simplement des espaces de valeur, et dans chaque situation sociale, dans chaque action sociale, dans chaque organisation sociale, ces différents registres de valeurs, ces cités de justice, interviennent toutes, plus ou moins, et sont omniprésentes. Ce sont des régimes d'action, selon ces auteurs, qui font qu'on agit d'une telle ou telle manière en fonction de telle ou telle référence, régime ou registre de référence, et qui peuvent être multiples dans un même, dans un même courant d'action. Donc c'est assez compliqué. Alors, la principale théorie donc que je vais étudier avec vous, c'est celle qui a été élaborée par Luc Boltanski et Laurent Thévenot, qui est présente notamment dans un ouvrage qui s'appelle De la justification et sous-titré Les économies de la grandeur. Donc les économies de la grandeur, c'est un peu l'intitulé général du schéma théorique. Et dont vous trouverez donc un extrait dans les travaux dirigés, un extrait assez volumineux, mais il est difficile de segmenter cet ouvrage parce que justement il essaie de balayer tous les registres d'action et toutes les cités de justice qu'ils ont élaborées. Alors, avant d'entrer dans le contenu exact de ce que constituent les théories de la justice, enfin cette théorie de la justice en particulier, celle des économies de la grandeur, il convient tout de même d'indiquer que cette théorie n'est pas née dans comme ça, de n'importe où, de n'importe quoi, spontanément, de génération spontanée, mais qu'elle fait suite à des réflexions et des schémas théoriques existants en amont, notamment dans la pensée philosophique, notamment la philosophie politique et sociale américaine, et que la principale référence en la matière est celle d'un auteur qui est très connu
parmi les philosophes politiques, qui est décédé récemment d'ailleurs, qui s'appelle John Rawls, et dont l'ouvrage principal s'appelle La théorie de la justice, ou Théorie de la justice, qui est un ouvrage extrêmement volumineux, qui est très très abstrait, mais très intéressant, qui a constitué une référence pour toute une génération de philosophes politiques et de sociologues dans les années 80-90, hein, qui a été repris en philosophie, notamment en France, par Paul Ricoeur. Et si vous souhaitez approfondir ces théories, vous pouvez aller voir un certain nombre d'ouvrages de Paul Ricoeur, rédigés dans les années 80-90, qui reprennent l'idée de justice pour faire une philosophie politique et morale française. Différente de l'approche de Rawls, mais néanmoins inspirée et proche de celle-ci. Et puis un autre philosophe, un peu sociologue aussi, qui s'appelle Michael Walzer, a également développé un schéma théorique aux USA, mais enfin de portée internationale, hein, qu'il a nommé les sphères de justice, et qui a été la principale référence, la principale inspiration de Boltanski et Thévenot, l'idée de sphère de justice étant extrêmement proche de l'idée de cité de justice. Je n'insiste pas là-dessus, parce que vous verrez que c'est déjà assez compliqué comme ça, mais je signale c'est l'existence de tout ça, parce que ça participe d'un mouvement international, d'une idée fondamentale qui est que, grosso modo, pour aller très vite, l'organisation de la société, le fonctionnement d'une société, à tous les niveaux, se régule en quelque sorte, se stabilise autour des jugements que portent les différents acteurs sociaux sur leur situation et sur la société en général, sur ses institutions, sur ses actions, sur ses modes d'organisation, etc. Et que ces jugements, c'est ça qui fait tenir la société, et que si ces jugements sont, par exemple, négatifs, c'est-à-dire s'ils contestent des institutions, de l'organisation ou quoi que ce soit, eh bien, ça contribue à faire changer les choses, à faire évoluer les systèmes dans la mesure où ces jugements s'expriment d'une manière ou d'une autre et obligent le système social à évoluer. Évidemment, ces théories de la justice n'ont de véritables bases et de réalité, enfin, d'effectivité en tout cas, que dans un espace démocratique. Nous sommes bien d'accord que dans une société fortement autoritaire, voire dictatoriale, en Corée du Nord, il n'y a pas d'application possible des théories de la justice. En revanche, dans les sociétés occidentales, où le débat public existe à tous les niveaux, au niveau local comme au niveau national ou international, eh bien, on peut s'intéresser effectivement au jugement comme élément fondateur des rapports sociaux. Alors, pour bien comprendre les théories de la justice, mais en particulier celles de Boltanski et Thévenot, il faut retenir cette idée majeure que je viens un peu d'esquisser, qui est que le cours de l'action et de l'organisation sociale repose sur cet équilibre fondé sur des jugements partagés, hein, ce n'est pas des jugements individuels, encore l'individu, il faut l'oublier provisoirement, mais des jugements partagés par des acteurs sociaux dans le cours de l'action sociale, quelle que soit cette action sociale, que ce soit aller travailler, que ce soit exprimer un certain nombre de choses en public, que ce soit vivre en famille, que ce soit participer à des activités de loisirs, etc. Et ces différents cours d'action sont animés par des jugements, et ces jugements, et c'est ça, parce que ça, ce n'est pas exclusif à la théorie de la justice, mais que ces jugements
se différencie et se positionne en fonction d'une conception de ce que peut être le juste. L'idée du principe du juste. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste comme dirait Calimero, c'est trop injuste. Eh bien, par rapport à quoi Eh bien, par rapport à un principe qui serait le principe dominant pour ces théories-là de la conception des jugements, de leur origine, de leur élaboration, et ensuite de leur expression, qui est l'idée d'équité. C'est-à-dire de choses qui seraient équitables pour tous, une valeur qui s'applique à soi mais qui s'applique aussi aux autres. Donc c'est juste, c'est pas juste, c'est pas juste pas que pour soi-même, mais pour le fonctionnement de la société en général. Alors bien évidemment, cette notion du juste est variable. Elle est variable selon les époques et elle est variable selon les registres. C'est-à-dire que ce qui est juste en politique n'est pas forcément juste en économie, n'est pas forcément juste dans les rapports sociaux, familiaux, etc. Et c'est ça, précisément, que la théorie de Boltanski et Thévenot va développer. Mais avant d'entrer dans le détail de ce schéma théorique, quelques éléments pour bien comprendre en quoi consiste le juste et l'équitable, et en quoi il s'inscrit en rupture par rapport à des approches, disons, précédentes, des approches classiques en sociologie, ou de façon plus large en économie, en sciences sociales. Le principe d'équité, en effet, se constitue en rupture très très claire avec le principe d'égalité. La sociologie, disons classique, comme l'économie marxiste aussi, par exemple, eh bien, s'est focalisée pendant très longtemps sur les inégalités sociales. Les inégalités sociales étant pas simplement un problème, mais un élément fondateur du système social. Le système social reposerait sur des inégalités et que la logique de ces inégalités serait l'objet principal de la réflexion sociologique, sociopolitique ou socio-économique. Or, l'approche en termes de justice s'inscrit en faux, on peut dire, par rapport à cette idée du caractère principiel des inégalités, et considère que les inégalités, finalement, ont toujours existé, existent toujours dans les sociétés, qu'elles ne sont pas le problème majeur, qu'elles deviennent un problème quand elles deviennent injustes, mais que des inégalités peuvent être considérées comme justes, non pas par moi, ou par un sociologue ou autre, ou par des politiques, ou n'importe qui, mais par les acteurs sociaux eux-mêmes. C'est-à-dire que certains peuvent considérer que finalement, ils sont moins bien lotis que d'autres, mais que le fait que les autres soient mieux lotis, eh bien, est relativement juste. Pourquoi ? Parce qu'ils le méritent davantage, parce qu'ils ont plus travaillé, parce que toutes sortes de raisons, qui fait que chacun occupe sa place de manière équitable, même s'il y a des inégalités. Donc l'équité, ça renvoie à quoi ? Eh bien, ça renvoie à l'accès équivalent aux ressources pour l'action. Si 10 personnes sont dans la même situation pour pouvoir accéder à une place, c'est-à-dire devenir un joueur de foot de l'équipe première ou de la première division, ou au sein d'une équipe de travail, devenir celui qui va être le chef de service, ou le patron, ou le contremaître, etc., eh bien, si celui qui accède à respecter les règles du jeu,
et que les possibilités d'accès aux ressources pour accéder à ce poste-là sont équivalentes, hein, qui ont la même valeur, eh bien, l'inégalité entre celui qui a la position de chef et les autres sera considérée comme équitable. Et qui fait qu'on peut respecter un chef parce que finalement, ok, il gagne plus d'argent, mais il a plus de responsabilités, il a plus d'ennuis dans son activité, et par conséquent, et le fait d'avoir accédé à ce poste est issu de sa volonté, de son effort, et de toute une série de choses qui font que, bien, il a mérité cette position-là. Voilà. Donc, l'équité, c'est d'avoir le même accès aux ressources, on en profite ou on n'en profite pas. Et on peut se contenter d'une position dominée, ou, enfin, qui ne serait pas considérée comme dominée, mais inférieure dans la hiérarchie sociale, par exemple, parce que finalement, on a cet accès aux ressources. Et quand je dis ressources, comprenez bien qu'il ne s'agit pas exclusivement, loin de là, de ressources matérielles, hein, économiques par exemple, mais souvent de ressources culturelles, de ressources énergétiques, etc. Par exemple, une des inégalités sociales n'a pas forcément à voir avec l'argent ou le patrimoine économique ou le statut dans l'entreprise ou dans la société, mais à voir avec le fait d'être plus ou moins en bonne santé, et que des gens qui sont malades chroniques ou qui ont des handicaps, etc., sont en difficulté. Ce qui constitue une inégalité, aussi une iniquité, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même accès aux ressources, mais que la société, à travers l'État ou d'autres organismes, disons, peut compenser cette difficulté d'accès aux ressources d'une manière ou d'une autre, et donc, par exemple, avec la sécurité sociale, tout simplement, hein, ou d'autres moyens, et faire en sorte que, finalement, la maladie, le handicap, ou les difficultés de santé donnent un accès aux ressources peut-être pas tout à fait équivalent aux bien portants, mais en tout cas qui réduisent considérablement les inégalités et qui favorisent l'équité. Donc là où l'équité a à voir avec l'accès aux ressources pour l'action, l'égalité a à voir avec non plus l'action, mais la position sociale, et cette position sociale étant déterminée par le patrimoine, qu'il soit économique, social ou culturel des acteurs sociaux, ou des agents sociaux, comme diraient les théories en question. Je pense en particulier, bien sûr, à la théorie de Pierre Bourdieu, qui est celle qui est la plus importante, disons, en matière de considérer les inégalités sociales comme un élément déterminant du système social, autour de la notion de domination. Et par conséquent, pour Bourdieu, par exemple, eh bien, le fait d'avoir acquis du capital culturel, scolaire, etc., donne accès à des positions sociales, qui donnent ensuite accès à un capital économique, mais aussi un capital social, c'est-à-dire de relations sociales, de reconnaissance de sa valeur par les autres, etc. Et c'est ça qui est constitutif des inégalités et de la domination sociale, et qui se transmet, qui plus est, au sein d'une famille, au sein d'un groupe social, de génération en génération. Et donc qui fait que les inégalités sociales sont assez constantes et constituent un élément déterminant du fonctionnement du système social. Ça, c'est la théorie de Bourdieu, mais c'est précisément en rupture avec cette théorie que s'inscrivent les théories de la justice, en se souvenant, enfin vous ne le savez pas, mais c'est un élément intéressant à remarquer que Luc Boltanski, qui est le principal promoteur de cette théorie de la justice, avec Laurent Thévenot, qui est plus un économiste, et Luc Boltanski était un proche de Pierre Bourdieu dans les années 70 et 80,
et qu'il a rompu avec la théorie de Bourdieu pour ouvrir un autre schéma théorique presque aussi puissant, presque aussi important, en tout cas aussi généralisant que celui de Bourdieu, avec donc les économies de la grandeur. Alors, pour vous donner un exemple de ce que peut être cette idée d'équité comme principe d'action sociale essentielle, c'est une illustration, mais parce que sinon on est dans l'abstraction pure. C'est pas une illustration que j'extrais ni des travaux de Boltanski et Thévenot, ni de travaux spécifiques qui l'ont utilisé, mais c'est juste quelque chose que j'invente pour des besoins pédagogiques, de vous montrer les choses concrètement. Si vous prenez un match de foot, notamment un match de foot où il y a du public, qui est un match de foot de spectacle, l'équité va être assurée notamment par l'arbitre, ou le système d'arbitrage, parce qu'il n'y a pas que l'arbitre sur le terrain, il y a, vous savez, toutes sortes d'arbitres autour pour contrôler l'arbitrage, et l'arbitre applique les règles, c'est-à-dire qu'il y a les règles du foot, du match de foot, et qui fait que les règles sont bien appliquées ou pas. Et que si les règles sont bien appliquées, finalement, la règle, c'est que le meilleur gagne. C'est-à-dire que les deux équipes ont un accès à des ressources équivalentes, qui est un terrain de foot, des règles de jeu de foot et un arbitrage qui évite les iniquités que pourrait être, par exemple, le fait que des fautes soient commises et que voilà, des buts soient marqués de façon illégitime ou déloyale. Donc tout ça étant rectifié par l'arbitrage. Sachant que, évidemment, on sait que parfois on considère, quand je dis on, c'est les joueurs, mais c'est aussi le public, considère que l'arbitrage a été mauvais, c'est-à-dire, c'est quoi un arbitre qui a été mauvais? C'est, bon, bah, il a sifflé un penalty là où il n'y en avait pas, ou inversement, et tout le monde est mécontent, l'entraîneur, le public, etc., les journalistes. Pourquoi? Pas parce que l'arbitre est un méchant homme, même si on l'invite à aller fréquenter les toilettes souvent, mais parce que les règles de l'équité n'ont pas été respectées. Hein, et par conséquent, le match n'est plus équitable, il a été volé, etc., là où la victoire a été volée, et ça pose toutes sortes de problèmes, et avec, vous vous souvenez, enfin pour ceux qui connaissent l'histoire du foot, que dans les années 70, l'équipe de Saint-Étienne avait perdu la finale de la Coupe d'Europe des champions, parce que le ballon n'était pas rentré, parce que, soi-disant, les poteaux étaient carrés à Glasgow, là où le match avait eu lieu. Et cette histoire de poteaux carrés a fait... le buzz, comme on dit aujourd'hui, est devenu une espèce de référence. La France aurait perdu à cause des poteaux carrés. Et cette histoire de poteaux carrés, il m'apparaît comme totalement anecdotique, c'est le principe d'équité. C'est-à-dire qu'ailleurs, ça aurait été joué ailleurs, les poteaux étaient ronds, donc ils auraient gagné, mais là, les poteaux étaient carrés, donc ça a été unique. C'était pas la faute à l'arbitre, c'était la faute au matériel. Mais, alors, on dira que les Allemands, qui étaient les adversaires de Bayern de Munich, avaient les mêmes poteaux carrés, mais ça a été vécu comme une rupture d'équité. Voilà, mais à partir du moment où tout ça, et l'arbitre arbitre bien, et les poteaux sont convenables, le terrain est bien balisé, etc., on va considérer que le match s'est passé dans des conditions d'équité normale. Et la seule chose qu'on peut critiquer, c'est l'iniquité. Mais on ne se préoccupe pas en matière de football, en tout cas du déroulement des matchs et des championnats, de questions d'égalité ou d'inégalité. Il y a 11 joueurs de chaque côté, c'est l'équité, sauf s'il y en a un qui se fait renvoyer par carton rouge. Et là, ce sera toujours équitable parce qu'il a commis une faute. Mais
On ne se préoccupe pas, en tout cas on ne trouve pas scandaleux, de faire jouer deux équipes qui ont des niveaux de joueurs complètement différents. Le Paris Saint-Germain, actuellement, quand je vous parle, il y a eu un match récemment de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain, qui est l'équipe qui triomphe dans la première division, et la petite équipe de Granville, qui est dans je ne sais quelle division d'honneur. Granville en Normandie. Et donc le Paris Saint-Germain a battu Granville 1-0. Et tout le monde trouve ça épatant. Parce que ça réduit un peu les inégalités, mais ces inégalités ne sont pas contestées. C'est-à-dire que Granville n'a jamais demandé à ce que ses joueurs puissent être payés comme ceux du Paris Saint-Germain, ou bénéficier d'un budget équivalent à celui du Paris Saint-Germain. Il est évident que le niveau des joueurs, le niveau de l'équipe, autrement dit, en termes techniques, dépend très largement du budget du club qui peut acheter sur un marché international des joueurs de plus ou moins grande qualité technique. Et par conséquent, avec, comme on le sait, des budgets et des salaires pour les joueurs qui sont absolument astronomiques, avec des inégalités qui sont tout aussi astronomiques, et ne serait-ce qu'à l'intérieur d'un championnat. Je ne parle même pas de l'ensemble des clubs qui participent à la Coupe de France, mais d'un seul championnat, qui serait le championnat de première division. Et par conséquent, ça n'est pas un objet de controverse. Ça n'est pas un objet de quelque chose qui dénoncerait les inégalités, sauf peut-être dans certains milieux qui s'intéressent assez peu au foot. En tout cas, les spectateurs, les supporters, les joueurs, les entraîneurs, les officiels, les membres du club ne contestent pas les inégalités qui sont pourtant considérables de niveau technique et de niveau économique des différents clubs. Autrement dit, la règle qui prévaut, c'est que le meilleur gagne, et pas que le plus riche gagne. Et pourtant, si on regarde les résultats du championnat, en moyenne en tout cas, de foot, mais je pourrais dire la même chose de la plupart des sports professionnels, évidemment, ce sont les plus riches qui gagnent. Ce sont toujours les plus riches qui sont en haut du tableau du championnat. Et ça rend évidemment la compétition assez inégalitaire, mais personne ne le conteste parce que tout le monde trouve que c'est équitable d'un point de vue des valeurs. Voilà donc les éléments importants pour comprendre cette différence essentielle, essentielle du point de vue de la théorie sociologique, entre la notion d'égalité-inégalité et la notion d'équité iniquité ou de justice, injustice, c'est la même chose. Alors, la question qui se pose pour bien comprendre la théorie, qui se veut une théorie pragmatique, c'est-à-dire où les valeurs et les enjeux se traduisent dans l'action sociale, dans la quotidienneté, c'est finalement où se situe et comment se manifestent les variations de jugement entre ce qui paraît juste et injuste dans l'action sociale et dans l'organisation sociale au quotidien. Alors, pour donc bien saisir le sentiment de justice et le principe d'équité qui permet de réguler l'organisation et l'action sociale, eh bien, les auteurs, donc Boltanski et Thévenot, prennent en considération principalement ce qu'on appelle les controverses, c'est-à-dire un certain nombre de situations sociales ou d'enjeux sociaux qui donnent lieu à de la contestation ou du conflit au sein de la société. Et donc ce sont des controverses où soit il y a une dispute directe entre deux groupes sociaux, soit il y a un débat public très large autour d'un enjeu commun
qui peut être un enjeu très important politiquement, mais aussi un enjeu de faible importance au niveau national, qui peut être simplement faut-il rendre une rue piétonne ou pas, hein, voilà, ce genre de controverse. Ou faut-il couper des arbres dans ma rue? Il y a des arbres dans ma rue, la municipalité a décidé de les couper. C'est un objet de controverse parce qu'il y a des gens qui veulent garder les arbres, d'autres qui disent voilà, c'est gênant pour toutes sortes de raisons. Vous voyez que la controverse peut être à ce niveau-là comme elle peut être au niveau politique majeur, comme les grandes questions environnementales. Faut-il fermer telle centrale nucléaire ou faut-il maintenir l'état d'urgence après les attentats qui ont eu lieu le 13 novembre 2015? Voilà. Ça peut être à toutes sortes de niveaux. Et donc, ces controverses contribuent à maintenir le système social, à le restabiliser, puisque l'issue de ces controverses va faire en sorte d'arriver, notamment dans une démocratie, à une solution qui convient à peu près à la majorité, qui rétablit un état d'équité, hein, de justice commune, et qui ferait qu'on va fonctionner comme ça jusqu'à la prochaine rupture d'équité. Jusqu'à la prochaine fois. Sachant que l'issue de la controverse, les gens peuvent être mécontents, certains peuvent être mécontents, mais qu'à partir du moment où il y a eu controverse, il y a eu débat, et que la décision a été prise dans le débat, eh bien, même si on n'est pas content, même si on est déçu, même si on est contrarié, le principe de justice est sauf, puisque le débat a eu lieu et la démocratie a prévalu. Alors, les controverses sont utiles pour le sociologue parce que s'il les examine de près, c'est l'occasion de voir, de constater en quoi consistent les jugements, à quoi se réfère le sentiment d'équité ou de justice, comment il se déroule et comment il s'oppose, c'est-à-dire que certains considérant quelque chose comme injuste, d'autres comme juste. Et par conséquent, c'est ce sur quoi se construisent ces jugements, le système de référence, qui est intéressant, qui intéresse le sociologue, parce qu'il permet de voir comment les jugements s'élaborent, comment ils se fixent, et ensuite comment ils se redéfinissent en fonction des décisions prises, des systèmes normatifs adoptés, etc. Et des résultats des actions collectives. Donc, chaque controverse est intéressante dès lors qu'on l'analyse, pour le sociologue, dès lors qu'on l'analyse dans le détail, dans le moindre propos, et ou dans la moindre action. Et ce que chacun fait est révélateur du jugement, c'est-à-dire finalement de l'écart qui existe entre des décisions, des fonctionnements, des institutions, des règles, des propositions, par exemple de réforme, etc., et le positionnement des acteurs sociaux vis-à-vis de ça, qui considèrent que c'est plus ou moins injuste que de prendre cette décision, que de couper ces arbres ou d'établir l'état d'urgence, hein, mais aussi dans une entreprise, de faire telle ou telle chose entre les salariés, par exemple. Eh bien, tout ça se renvoie à des systèmes de valeurs qui s'appliquent à un moment donné, qui n'existent pas en dehors de leur application, d'ailleurs, dans des propos, dans des actions ou dans des... qu'on va trouver, par exemple, dans un tract syndical, ou qu'on va trouver dans sur un blog, ou qu'on va trouver sur n'importe quelle expression de mécontentement ou de contentement. Hein. Et par conséquent, on va pouvoir voir, en tant que sociologue, quelles sont les rationalités de ces valeurs et qui s'expriment dans ce que Boltanski et Thévenot appellent des justifications,
c'est-à-dire où il faut sans cesse justifier les réalités sociales pour ensuite les faire évoluer. D'où l'intitulé de leur ouvrage, de la justification, c'est-à-dire justifier, c'est pas simplement, c'est pas se justifier, hein, c'est pas donner des raisons à son action, a posteriori. Justifier, c'est rendre juste. C'est comme, je ne sais pas si vous connaissez cette notion de justification en typographie, qui fait que lorsqu'un texte est de chaque côté droit, ça s'appelle une justification.